Et bonjour tout le monde, c'est Youx. Comment allez-vous les amis? Écoutez, moi ça va super. Alors, j'avais parlé d'Harold Shipman, qui est un tueur en série britannique. Il est né à Nottingham en 1946. Ses parents étaient tous deux issus de la classe ouvrière. Il a donc connu une enfance normale, mais était particulièrement proche de sa mère, qui décédera d'un cancer du poumon alors qu'il n'avait que 17 ans. Cet événement marquant va pour lui constituer un tournant significatif dans sa vie. Vraiment l'élément déclencheur qui va provoquer chez lui une réaction. La mort de sa mère était survenue au fil du temps alors qu'elle souffrait et que son état se dégradait petit à petit. Un médecin venu lui rendre visite un jour lui avait prescrit de la morphine afin d'apaiser temporairement la douleur au moment du dernier stade de la maladie. Il faut savoir que sa mère, elle le surprotégeait durant son enfance et Shipman, franchement, il était son fils préféré. Scolairement, il était brillant, mais deviendra un élève plutôt médiocre au lycée, avant d'intégrer l'université de Leeds. Sportivement, il était réellement très bon en football et surtout en athlétisme. Normalement, les garçons sportifs sont populaires, mais lui ne l'était pas à cause de son attitude arrogante et son sentiment de supériorité. Alors en 1965, il intégra une école de médecine et le 5 novembre 1966, il se maria avec sa femme, Primrose, avec qui il engendrera 4 enfants par la suite. À cette époque, il découvrit également comment des piqûres de morphine peuvent permettre d'alléger la souffrance d'un malade. Il commit son premier meurtre en 1975, à l'âge de 29 ans. Alors justement, il venait d'obtenir son premier emploi stable et son premier salon, et l'identité de la victime reste encore inconnue. Harold Shipman, en réalité, lui, il avait 2 facettes. Avec les patients, il était très sympathique, mais en particulier avec les personnes âgées, devant lesquelles il se montrait médecin et ami, et il semblait les adorer. Mais il faut savoir qu'aussi les personnes âgées, ça lui rappelait sa mère. La principale chose que les patients du docteur Shipman aimaient était sa sincérité, paradoxalement, et personne ne semblait pouvoir douter de lui. En 1992, il ouvrit un nouveau cabinet à son propre nom et s'y installa en continuant de tuer des patients par surdose de morphine. En mars 1998, le docteur Linda Reynolds, médecin en chirurgie à Hyde, est informé par la fille d'une des victimes du docteur Shipman du fort taux de mortalité des patients de ce médecin. Immédiatement après cette annonce, elle fut préoccupée par le grand nombre d'enterrements de femmes âgées et par le grand nombre de rapports de décès que Shipman avait signés lors du dernier mois. Pour elle, soit il était négligent et soignait mal ses clients, soit il les tuait. L'affaire fut alors portée à l'attention de la police qui sera incapable de trouver suffisamment de preuves. L'enquête deviendra alors blâmée et attribuée à des officiers inexpérimentés, débutants et maladroits. Sa dernière victime fut Kathleen Grundy, une ancienne mère cérémoniale de Hyde, qui fut retrouvée morte à son domicile en juin 1998. Shipman était bien évidemment la dernière personne à l'avoir vue en vie et avait signé son certificat de décès avec la cause vieillesse comme origine de la mort. Madame Grundy n'avait pas beaucoup de raisons de mourir et tout allait bien avant sa dernière visite de routine chez son docteur préféré, le docteur Shipman. De plus, la fille de Madame Grundy a été surprise et était devenue inquiète lorsqu'un avocat l'informa que le testament rédigé par sa mère avait été modifié dans les derniers instants de sa vie. En gros, la dernière volonté de Madame Grundy, c'était de déshériter sa fille et l'ensemble de ses enfants afin de léguer l'ensemble de sa fortune, 386 000 livres, à son docteur favori. Une enquête va alors être ouverte et le corps de Madame Grundy est malheureusement exhumé quelques jours plus tard. Lors de l'analyse, on retrouvera des traces de diamorphine, une drogue souvent utilisée pour le contrôle de la douleur chez les patients cancéreux en phase terminale. La police soupçonna alors Shipman et l'arrêta le 7 septembre 1998 à son domicile. La police réussira à prouver 15 meurtres. Les enquêteurs se rendent alors compte qu'ils ont négligé cette affaire et que le tueur était très adroit et méthodique. Le 5 octobre 1999, en milieu d'après-midi, une Angleterre tout entière reste captivée par le début du procès Shipman, un docteur réputé du centre de Hyde âgé alors de 55 ans. En conclusion, il sera prouvé qu'en moins de 5 minutes, grâce à une injection de 30 mg de diamorphine, Harold Shipman expédiait vers l'au-delà ses patients lorsqu'il venait leur rendre visite.
La police retrouva également chez lui des ampoules de diamorphine et il fut déterminé qu'une seule de ces ampoules pouvait tuer à elle seule près de 400 personnes. Incapable de réunir plus de preuves solides devant un jury de cour d'assises, la police de Manchester ne put l'inculper que pour 15 meurtres. Mais il est sûr et certain qu'il a tué de nombreuses autres personnes. Son procès tant convoité durera 2 ans. Quand Shipman avait commencé à tuer, il avait pris son premier poste dans une petite ville ouvrière du Yorkshire le 1er mars 1974. 40 jours plus tard, c'est-à-dire le 10 mai, il signait son premier certificat de décès et allait en signer 22 en 1 an et demi, avant qu'un pharmacien local découvre qu'il se droguait régulièrement. Mais après une amende, une suspension d'exercer et un séjour de 6 mois en hôpital psychiatrique, l'ordre des médecins l'avait autorisé à reprendre son travail. Pendant 15 ans, il allait alors exercer dans un cabinet de groupe du centre de Hyde. Ce bon docteur allait volontiers au chevet de ses malades et aider les ambulanciers, même le week-end, pour finalement tuer ses patients pendant la semaine. En 1992, lorsqu'il avait ouvert le nouveau cabinet à son propre nom, tous ses patients l'avaient suivi sans aucune hésitation. 6 ans plus tard, à partir de 1998, il tuait en moyenne au moins 1 fois par semaine, alors qu'un médecin est normalement présent pour le décès de ses malades que dans 0,8% des cas, lui était là dans les 40%. À la fin du procès, le ministre de la Santé avait promis une enquête publique pour répondre aux inquiétudes des centaines de familles dont les proches étaient décédés après avoir été soignés par le docteur Shipman. Environ 80% de ses victimes étaient des femmes. Son nombre de victimes est effrayant, la police suspecte 218 meurtres. Une grande partie de la structure juridique de la Grande-Bretagne concernant les soins de santé et la médecine a été revue en conséquence après cette histoire. Faut savoir qu'à lui, ces crimes n'ont aucun but précis. Ne tuer ni pour le profit, ni pour le sexe. Donc certains spécialistes concluront tout simplement que le docteur Shipman aimait tuer et était devenu accro au meurtre. Il s'en prenait à des personnes âgées à qui il injectait de la morphine en surdose. Lors de son jugement, il resta imperturbable et continua de nier les faits, allant même jusqu'à prétendre que Madame Grundy était toxicomane. Il n'exprima aucun remords, même devant les témoignages les plus poignants. Cet homme apparaît à la fois rusé et naïf. Il est assez imprudent pour avoir utilisé un poison aussi détectable que la morphine. Cependant, s'il n'avait pas grossièrement falsifié le testament de sa victime, il aurait sans doute pu continuer ou même ne jamais être puni de ses actes. Les enquêteurs le décrivent la plupart du temps comme un manipulateur sûr de lui et sûr de son impunité. « Je suis un être supérieur », confia-t-il un jour aux enquêteurs de la police. Peut-être au final, le docteur Shipman se prenait pour un dieu et pensait pouvoir détenir le droit de vie ou de mort sur certaines personnes. Beaucoup de mystères demeurent encore dans cette affaire. Pourquoi avoir pris le risque de récupérer de l'argent? Les journalistes émettent 2 hypothèses. Soit Shipman, comprenant qu'il perdait tout contrôle sur lui-même, voulait se faire arrêter, ou soit il espérait gagner de quoi fuir le pays. Le 31 janvier 2000, après 2 ans de délibération, il sera condamné 15 fois à perpétuité sans aucune possibilité de libération conditionnelle. 2 livres lui seront par la suite consacrés, de même que d'innombrables émissions télévisées et un téléfilm. Dans les années suivantes, sa femme lui rend visite en prison, 1 fois par mois. Elle est toujours persuadée que son mari n'a tué personne. Le 13 janvier 2004, à 6h20, le docteur Shipman est finalement retrouvé pendu dans sa cellule de la prison de Wakefield, un jour avant son 58e anniversaire. Le service pénitentiaire a indiqué que Shipman s'était lui-même pendu en utilisant ses propres draps. Il avait fait ça pour que sa femme et ses 4 enfants touchent l'intégralité de sa retraite et vivent à l'abri du besoin pour le restant de leurs jours. En définitive, sa mort fut elle-même aussi préméditée que ses meurtres. Son compagnon de cellule fut très triste en apprenant sa mort, puis avouera qu'en prison, Shipman lui avait sauvé la vie et que depuis, il s'était lié d'amitié avec. Voilà, c'était Hughes, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, ce Serial Murder numéro 9. Je vous souhaite une très bonne continuation, bienvenue chez les fous et les dégénérés si vous abonnez. Ciao.